Chaque fois qu'on allume un smartphone ou qu'on ouvre un ordinateur portable pour écouter une analyse comme celle qu'on fait aujourd'hui, en fait, on active une chaîne d'approvisionnement mondiale hyper complexe. Ouais, tout à fait. Une chaîne qui nous dépasse complètement au quotidien. C'est ça. Et une chaîne qui, en ce moment même, croise la route d'un ancien président en fuite, d'une milice lourdement armée et d'une condamnation à mort en République démocratique du Congo. Rien que ça. Le tableau il est assez intense. Ah, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Donc bienvenue dans notre décryptage d'aujourd'hui. Bon, décortiquons tout ça. Notre mission, là, c'est de plonger dans des documents très denses qui viennent du département du Trésor américain et plus spécifiquement de l'OFAC. L'agence de contrôle des avoirs étrangers, exactement. Voilà, et les dépêches qu'on a sous les yeux datent de ce 30 avril. Elles parlent d'une annonce géopolitique majeure, c'est-à-dire la mise sous sanction américaine de Joseph Kabila, l'homme qui a quand même dirigé la RDC pendant près de 2 décennies. C'est un dossier vraiment massif. Je suis ravi de pouvoir analyser ça avec vous, parce que Joseph Kabila, il a été à la tête de la RDC pendant 18 ans, de 2001 à 2019. Ce qui est énorme. C'est gigantesque, c'est une période suffisamment longue pour façonner l'entièreté de l'appareil d'État, l'économie, et tous les réseaux d'influence d'un pays qui est, on le rappelle, grand comme l'Europe de l'Ouest. Ouais, on oublie souvent l'échelle de la RDC. Exactement. Et du coup, le voir aujourd'hui ciblé par des documents officiels américains qui l'accusent de semer l'instabilité dans son propre pays, ça marque une rupture historique. C'est clair. Et je veux juste faire une petite pause ici pour ceux qui nous écoutent. Dans ces documents, on voit mentionner des acteurs politiques de tous bords, y compris l'administration de l'ancien président américain Donald Trump. Oui, tout à fait. La diplomatie américaine est très présente. Et donc, notre objectif ici, c'est d'être strictement impartiaux. On ne prend pas parti, ni pour l'un ni pour l'autre. On se contente de rapporter les faits présentés dans ces documents de manière totalement neutre, pour vraiment comprendre les dynamiques en jeu. C'est essentiel de le rappeler, parce qu'on va voir comment ces communiqués, qui ressemblent en surface à de la bureaucratie financière assez ennuyeuse, documentent en réalité des mécanismes de guerre régionale. Des stratégies de contrôle des ressources mondiales même. Voilà, c'est exactement ça. Bon, alors commençons par le début. Le choc des sanctions. Pourquoi Washington vise spécifiquement Joseph Kabila aujourd'hui ? Le communiqué de l'OFAC l'accuse, je cite, de déstabiliser le gouvernement actuel. Oui, et le détail le plus frappant dans ces sources, c'est sa localisation. Ah oui, ça c'est fou. Les documents révèlent qu'il a vécu l'année dernière sous la protection du M23 à Goma. Goma, c'est un point névralgique, un bastion rebelle dans l'est du pays. C'est quand même incroyable. Et en plus, il y a cette décision judiciaire extrême. Le 30 septembre 2025, la justice congolaise l'a carrément condamné à mort par contumace pour complicité avec ce même groupe. Ce qui est fascinant ici, si on peut utiliser ce mot, c'est le contraste saisissant. Vous avez un ancien chef d'État, l'ancien commandant suprême des forces armées, qui se retrouve avec le statut de fugitif condamné à mort. Protégé par une milice sur son propre territoire. Littéralement. C'est du jamais vu à ce niveau. Pour essayer de visualiser le truc, c'est un peu comme si, imaginez l'ancien PDG d'une énorme multinationale, il est évincé de son poste et au lieu de prendre sa retraite, il va se réfugier dans les locaux d'une entreprise concurrente qui est super agressive. Je vois l'image. Et depuis ces locaux, avec les ressources de ce concurrent, il organise une OPA hostile ultra-violente contre sa propre ancienne boîte. L'analogie fonctionne très bien, parce qu'elle soulève tout de suite la question des moyens, en fait. Ah, comment ça, Sam ? Une milice ne peut pas protéger une cible d'une telle envergure, ni organiser une insurrection nationale sans des ressources logistiques et financières énormes. C'est clair. Et c'est là qu'on doit vraiment regarder l'écosystème autour du M23 et de l'AFC. L'Alliance Fleuve Congo. Ah, ouais. Le bras politique. Voilà, parce que, on l'a vu, Joseph Kabila se cache sous leur protection. Les sources décrivent le M23 comme un groupe armé et l'AFC comme une coalition dont le but affiché c'est de renverser le gouvernement de Kinshasa. Avec des conséquences humaines dramatiques, les documents le soulignent bien. Oui, des milliers de morts, des déplacements massifs de population, l'instabilité totale. Mais attendez, il y a un truc qui me chiffonne. Je vous écoute. Comment une simple coalition rebelle locale, même bien organisée, peut avoir les reins assez solides pour faire la guerre à un État, provoquer des déplacements de cette ampleur et en plus assurer la sécurité d'un ex-président. C'est hors de prix tout ça. Vous mettez le doigt sur l'élément clé des documents. Le M23 ne fait pas ça tout seul. D'accord. Les sources de l'OFAC sont catégoriques là-dessus. Il y a un soutien explicite du Rwanda au M23. Et ça change toute la donne. Ah oui, forcément, on n'est plus du tout dans une rébellion locale. Exactement.
On est face à un conflit régional par procuration. Le Rwanda fournit, selon les documents américains, un soutien qui donne au M23 une puissance de feu et une résilience comparable à celle d'une armée conventionnelle. Donc ça devient un désastre régional majeur. Et face à ça, comment la diplomatie internationale a réagi? Parce que ça nous amène directement à la section suivante de notre analyse. Oui, les fameux accords diplomatiques. C'est ça. Si on regarde la chronologie, il y a eu un événement majeur quelques mois avant ces sanctions, le 4 décembre 2025. C'est la date de la signature des accords de Washington, un accord de paix, qualifié de très fragile par les observateurs, signé entre les chefs d'État de la RDC et du Rwanda. Sous l'égide de Donald Trump, c'est bien ça? Absolument. D'ailleurs, les sources citent Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor qui supervise l'OFAC. Il affirme que le président Trump a œuvré pour cette paix et que les sanctions d'aujourd'hui, elles visent ceux qui refusent de la respecter. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'ironie de la situation est juste dingue quand on y pense. Ah oui, le contraste temporel. Voilà. D'un côté, fin 2025, on signe un traité de paix historique entre deux pays pour calmer le jeu, et de l'autre, l'ancien président de l'un de ces pays, la RDC, s'allie avec les milices soutenues par l'autre pays, le Rwanda, pour faire exploser cet équilibre. C'est du sabotage diplomatique à l'état pur. Et si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, on comprend le rôle de l'OFAC. Comment ça? L'OFAC n'est pas juste là pour punir Kabilène? Non, pas seulement. Ces sanctions financières, c'est le fameux bâton de la diplomatie. Quand des engagements sur papier ne suffisent pas, le Trésor américain intervient. Pour forcer le respect des accords de Washington. Exactement. On utilise l'arme économique pour assécher les ressources de ceux qui alimentent le conflit armé. D'accord. Mais ça soulève une autre question. Pourquoi les États-Unis mettent autant d'énergie là-dedans? Je veux dire, ils s'investissent massivement pour garantir cet accord de paix spécifique. Il y a un enjeu caché, non? Et pas des moindres. Les documents révèlent un intérêt qui va bien au-delà de la diplomatie classique ou des droits de l'homme. Et ça parle de quoi concrètement? Le communiqué stipule que ces accords visent à développer l'intégration économique régionale et surtout, point fondamental, renforcer la transparence dans les chaînes d'approvisionnement en minerais critiques. Ah, on y vient. Les minerais. Voilà. Cela soulève une question importante. L'Est de la RDC, c'est pas juste une zone de conflit. C'est l'un des territoires les plus riches au monde en ressources indispensables à la technologie mondiale. Le cobalt, le coltan, tout ça. Exactement. Donc, pacifier cette zone, c'est une nécessité économique absolue pour les puissances industrielles. Ils ont besoin de sécuriser ces chaînes d'approvisionnement pour ouvrir la voie à des investissements légaux et stables. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous, en fin de compte? L'appareil sur lequel on diffuse ou on écoute cette analyse en ce moment, il fonctionne fort probablement grâce à ces mêmes minerais critiques dont parlent les accords. C'est très probable, oui. La batterie de votre téléphone, l'électronique de votre ordinateur, tout ça commence là-bas. C'est fou de se dire que notre technologie dépend d'une région où un ancien président condamné à mort se cache au milieu d'une guerre de milices. C'est le paradoxe de notre économie mondialisée. Du coup, si on comprend bien que l'objectif principal, c'est de stopper le financement du M23 pour protéger ces minerais, comment est-ce que les sanctions contre Kabila fonctionnent sur le terrain? La mécanique de l'OFAC est implacable. C'est vraiment de la chirurgie financière. Les sources listent les mesures. Il y a le gel de tous les biens et avoirs situés aux États-Unis et l'interdiction totale pour les Américains d'interagir financièrement avec lui. Oui, ça c'est la base. Mais il y a un outil encore plus puissant, c'est la fameuse règle des 50%. Ah oui, j'ai vu ça. Comment ça marche exactement? En gros, toute entité, n'importe quelle entreprise, détenue directement ou indirectement à 50% ou plus par Kabila, est automatiquement bloquée et exclue du système américain. Même s'il utilise des prête-noms ou des montages financiers complexes. S'ils arrivent à prouver qu'il est le bénéficiaire effectif à 50%, oui, l'entreprise devient radioactive pour le système bancaire. Mais attendez, je vais me faire l'avocat du diable une seconde. Allez-y. On l'a dit, Joseph Kabila est terré à Goma, il a une milice armée autour de lui, il est dans la jungle, physiquement protégé. En quoi le fait d'avoir des comptes bloqués à New York ou de ne pas pouvoir faire affaire avec des Américains l'empêche de nuire sur le terrain en RDC? C'est une excellente question parce que ça semble abstrait, vu d'ici. Mais il faut comprendre la puissance du dollar. Le fameux billet vert. Oui, l'économie mondiale fonctionne en majorité en dollars. Les sanctions de l'OFAC, elles ne l'empêchent pas juste d'aller faire du shopping à Manhattan, elles rendent presque impossible l'utilisation du système bancaire international. Donc, même une banque européenne ou africaine ne voudra pas de son argent lié. Aucune banque sérieuse ne prendra le risque.
Parce que si une banque, n'importe où dans le monde, facilite une transaction pour lui, elle s'expose à perdre son propre accès au système financier américain. Ah, d'accord. Le risque est beaucoup trop grand. Exactement. C'est une mort financière. Du coup, ça l'isole complètement du reste du monde. Et sans accès au système bancaire, c'est impossible de financer une coalition militaro-politique comme l'AFC. Bah oui, on n'achète pas des équipements militaires lourds ou de la logistique de pointe juste avec des valises de cash local. Voilà. Et surtout, c'est peu possible d'écouler les ressources minières illicites sur le marché mondial sans passer par des banques, à un moment donné. C'est super clair. L'arme financière, c'est vraiment le nerf de la guerre. Bon, récapitulons un peu le chemin qu'on vient de parcourir, parce que c'est dense. Très dense, oui. On est parti au début d'une simple annonce de gel d'avoir qui visait un ex-président africain. Un président condamné à mort par son propre pays, on le rappelle. C'est ça. Et au fil de l'analyse, on découvre que cette mesure administrative, c'est en fait la clé de voûte de la diplomatie américaine. Une clé de voûte pour sécuriser une paix régionale très fragile. Pour affaiblir les rebelles du M23, Et in fine, pour protéger l'approvisionnement mondial en minerais critiques. C'est le résumé parfait. Ça montre bien l'importance de comprendre ces dynamiques de fond. Une information brute, comme une sanction financière, ça cache en fait une guerre d'influence massive. où la diplomatie, l'économie et la technologie se rencontrent. C'est vraiment le grand chelem de la géopolitique, quoi. Absolument. Mais il y a un dernier point, une réflexion stratégique qu'il faut se poser en voyant tout ça. Ah, je vous écoute. Sachant que l'objectif de ces accords de Washington, c'est de créer de la transparence dans l'exploitation minière. Et que ces sanctions de l'OFAC, elles visent à couper l'AFC de l'économie officielle. Oui, on ferme les robinets légaux. Exactement. Mais ce groupe armé, s'il est acculé financièrement, il ne va pas juste disparaître. La question c'est, ne risque-t-il pas de structurer une économie souterraine encore plus obscure pour survivre? Oh, waouh! Un marché noir total, en fait. C'est ça le risque. En les isolant complètement, la traçabilité de ces minerais critiques pourrait devenir encore plus hors de portée pour la communauté internationale. On pousse la criminalité encore plus profondément dans l'ombre. C'est une question super provocatrice. En voulant assainir le système, on risque de créer un réseau parallèle intraçable. C'est le grand paradoxe de ce genre de sanctions. Je laisse chacun y réfléchir. Bah écoutez, c'est une excellente question à garder en tête. Surtout, la prochaine fois qu'on rechargera nos téléphones, on pensera à tout ce qui se joue en coulisses. Merci d'avoir décortiqué tout ça avec nous, c'était passionnant. Merci, c'était un plaisir.